les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on s'attarde au rôle majeur qu'ont eu les coopératives agricoles et financières dans le développement du Québec. Mais on parle aussi de leurs heures sombres. Bienvenue à Zone agricole. Les coopératives ont été au fil des décennies au cœur de la construction du Québec. Vous les connaissez, que ce soit Solio, anciennement Coop Fédéré, AgroPure pour le lait ou Desjardins pour la finance. Elles sont au cœur de la vie agricole au Québec. Et elles ont contribué à la force des régions telles qu'elles sont ou telles qu'elles sont devenues. Nous regardons également si n'ont pas aussi parfois fait quelques écarts de conduite, mais dans cette émission également, vous retrouverez la revue de presse de Guy Duval, le coup de gueule de Yann Turmine, la rencontre avec Danny Messier, président des céréaliers du Québec, et tout de suite, avant de commencer l'émission, on retrouve, comme d'habitude, Simon Bégin, mais cette fois-ci, pas pour un historique, mais parce qu'il revient de l'Assemblée générale de Solio, donc les actualités toutes fraîches sur Solio. Bonjour Simon. Bonjour Véronique. Alors Simon, tu reviens finalement de l'Assemblée générale de Solio, donc qui est la maison mère d'Olimel, entre autres, et on apprend que tout d'un coup, il y a un revirement de situation, ça allait très mal chez Solio, ça allait très mal chez Olimel en 2023, là on nous annonce, tout d'un coup, on fait de l'argent. Et oui, on peut parler d'un redressement spectaculaire. Il faut savoir que Olimel, c'est le principal morceau de la grande coopérative qu'est Solio. Alors, ça représente à peu près 57 % d'un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards. Alors, si on regarde les données 2022-23, on parlait chez Olimel d'une perte de 446 millions. Alors, ça a vraiment plombé les résultats du grand groupe. Mais en 2022-23, on est rendu avec un surplus de 138 millions. Donc, on parle d'un redressement de près de 600 millions. C'est plus qu'un demi-milliard en un an. C'est quand même spectaculaire. Ça a été quoi la recette pour faire ça? Écoutez, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées. Le secteur de la volaille s'est très bien comporté. C'est un gros morceau chez Olimel. Mais il y a aussi le mot-clé, la restructuration dans le secteur du porc. Alors, c'est-à-dire qu'on a vendu beaucoup de choses. Oui, alors il y a eu des pertes d'emplois dans le secteur porcin au Québec chez Olimel, 1500 emplois de moins. On a fermé 6 usines, c'est quand même pas rien, et on parle d'une réduction de la demande en porc pour l'abattage de 880 000 porcs dans un an. Alors, c'est sûr que c'est une restructuration qui a fait mal, mais on dit chez Olimel que le pire est passé. Mais on a demandé la contribution des producteurs aussi, parce qu'il y a eu un sacrifice de la part des producteurs. Effectivement, il a fallu que les producteurs consentent à des sacrifices. On a parlé en 2022-23 de 40 $ de moins pour le porc livré chez Olimel. Alors, tout ça a contribué vraiment à ce redressement-là, mais à un coût assez important. Maintenant, il y a un autre côté. On a essayé de poser des questions lors de l'Assemblée générale et disons que il y a peut-être un petit manque de transparence. Il y a beaucoup de fonds publics qui ont contribué aussi à ce redressement-là. Là, il faut parler de l'ASRA, l'Assurance Stabilisation des revenus agricoles. On ne rentrera pas dans les détails. C'est ce que le gouvernement donne aux producteurs quand il y a des pertes, c'est ça? Oui. S'il y a un écart entre le coût de prix de vente et le coût de production, l'assurance déclenche, mais il faut comprendre qu'à 2/3, c'est des fonds publics, c'est l'argent des contribuables. Et en 2022-23, on parle quand même de quelque chose comme près de 40 $ d'indemnisation par porc. Et il faut savoir à ce moment-là que Solio, le grand groupe, a produit en 2022-23 2,8 millions de porcs. Alors, c'est facile de faire le calcul. Le nombre de porcs, l'indemnisation. C'est plus de 100 millions qui ont été versés. Oui, c'est plus de 100 millions, certainement. Et on ne parlera pas de l'indemnisation de près de 450 $ par truie. Solio possède 60 000 truies à peu près. Alors, dans un article de la Véricole qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, tu parles de compensation d'1,5 milliard dans les 12 dernières années. C'est la question aussi qu'on aurait voulu poser au ministre Lamontagne qui a raconté. Oui, il était là, mais c'était à huis clos. Alors, côté transparence, disons, on peut repasser. Alors, si on regarde ce que l'Assurance Stabilisation a versé depuis 2010 dans le secteur porcin au Québec, on parle de 1,5 milliard en fonds publics. Alors, la question qu'on aurait aimé poser au ministre, est-ce que ce modèle-là peut continuer? C'est normal que
que l'État soutienne son agriculture. Mais la rencontre du ministre était à huis clos avec les membres de la COP. Il n'y a pas eu de point de presse après du ministre avec... Il y a eu un point de presse avant de Soliot, mais pas du ministre. Mais on a parlé avec le cabinet et on pourra avoir des nouvelles du ministre bientôt. Mais la question, c'est la suivante. Est-ce que ce modèle-là qui met presque toutes les billes dans un seul secteur, la production porcine, c'est équitable pour l'ensemble. Qu'on la soutienne, l'agriculture, c'est bien, mais pourquoi mettre autant d'argent dans un seul secteur alors que d'autres en auraient besoin aussi? On pourrait peut-être diversifier un peu plus, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Simon. Merci. Alors, Guy, bonjour. Ici, on est maintenant en revue de presse, mais ce n'est pas tout à fait une revue de presse habituelle, parce que là, tu vas nous parler plutôt des coops en chiffres et des coops dans le monde. Absolument. J'ai fait un peu de recherche, puis c'est assez impressionnant au niveau des coopératives. Particulièrement, on peut savoir combien est-ce que de coopératives dans le monde environ. Il y a environ 3 millions de coopératives dans le monde. C'est très important. Puis on dit aussi que 12 de la population mondiale serait membre d'une de ces coopératives-là. Okay. Et puis 280 millions de personnes, on dit dans les chiffres, qui travailleraient pour les coops dans le monde. Tandis qu'au Canada, on parle de 5 812 coopératives. C'est quand même un chiffre d'affaires très important de 45,6 milliards pour 105 000 personnes au Canada. Et au Québec? Au Québec, c'est 2800, mais quand on parle des 2800, on ne compte pas les coopératives. On n'est pas juste de la coopérative agricole, on est dans toutes sortes de coopératives. Toutes sortes de coopératives. Mais excepté que les 2800, il n'y a pas de coopératives financières et les assurances. Donc là-dedans, on a les industries agroalimentaires, l'habitation, l'industrie forestière, les services funéraires, puis les soins de santé, puis les milieux scolaires. Et dans les plus grosses coops du Québec, on retrouve évidemment Soliot, dont on parlait tout à l'heure avec Simon. Soliot, quand même, il faut dire que ça a été créé en 1922. On compte 122 000 membres pour 8,3 milliards de chiffre d'affaires. Puis c'est la plus grande coopérative agroalimentaire au Canada, aux racines québécoises. Donc, le réseau touche l'agriculture, le commerce de détail et l'alimentation. Alors, on a Soliot Groupe Coopératif. Ensuite, on a Soliot, une division qui s'appelle Soliot Agriculture. C'est la commercialisation des entrants agricoles et des services agronomiques. On a BMR qu'on connaît, tu sais, la quincaillerie. Et Olimel. Oui, et Olimel. Olimel, quand même, c'est très important parce que ça exporte quand même dans plus de 65 pays. C'est 13 000 employés, une capacité d'abattage de 130 000 porcs par semaine. C'est le premier producteur de porc au Canada. Avec une capacité aussi, parce que ça touche aussi la volaille, une capacité de 2,5 millions de volailles par semaine d'abattage. Alors, c'est très important, ces grandes entreprises. Cette grande entreprise-là. Si on touche aussi, une des plus grosses, c'est AgroPure. AgroPure, c'est la première coopérative de transformation laitière en Amérique du Nord. Puis c'est une des entreprises en transformation laitière au monde. Qui engage aussi 7 ou 8 000 personnes. Oui, ça a été créé en 1938. C'est 3 000 producteurs de lait qui sont membres dans 5 provinces au Canada, puis 5 350 employés, puis 6 700 milliards de litres de lait transformé annuellement. C'est quand même beaucoup de lait. C'est du lait. C'est de la vache et c'est du lait. Merci, oui, Guy. Oui, ça me fait plaisir. Alors, Michel, bonjour. En tant que coprésident de l'Institut Jean Garon et de nombreux autres titres, ancien sous-ministre MAPAC et ancien président de la financière, on est content de t'avoir parce qu'on va parler des coops et on veut comprendre quel rôle ont joué les coops dans le développement du Québec qu'on connaît aujourd'hui, en fait. On ne peut pas mettre de côté les coops. Loin de là, c'est un des maillons importants du développement de notre agriculture. Si on monte, je dirais, dans les 150 dernières années, là, c'est à peu près là que ça s'est joué véritablement. Là. Alors,
les coopératives ont été à la base, si on veut, d'une certaine évolution, d'un développement de notre agriculture, et peut-être que le mot n'existait pas, mais l'agroalimentaire aussi, parce qu'il y avait quelques transformations qui se faisaient par des entreprises de type coopératif. Elles sont à la base, d'une certaine façon, on pourrait dire, de notre richesse collective d'aujourd'hui. Pourquoi la formule coop a eu autant de succès au Québec, puis quel lien, au fil des années, au fil des décennies, les coops ont entretenu avec le syndicat unique, en fait? Je pense que d'abord, sur l'origine, on peut dire que les coops sont nés de la pauvreté. Ils sont nés de la pauvreté des individus. Notre agriculture, très médure, mais comment dire, elle était pauvre. Il y avait, ça frôlait la misère, on peut dire, à l'époque. Et donc, les premières actions coopératives, sans qu'elles soient structurées, on ne parlait pas nécessairement d'une coopérative avec une charte de coopérative, mais c'était des entreprises collectives que les gens se donnaient. À une époque, un peu vers la fin du 19e siècle, donc dans les années 1880 à peu près, on comptait 2000 entreprises de type coopératif, comme je disais, sans les statuts nécessairement, laitières. Donc des entreprises, pourquoi elles étaient... Juste laitières. Juste laitières. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'industrie laitière est un peu partout. Et il y avait un phénomène dans le secteur laitier à l'époque, c'est qu'on produisait du lait d'été. Et l'hiver, nos vaches étaient taries pour la plupart, sauf celles qui nourrissaient la famille. Donc, il y avait une production excédentaire l'été. Il fallait faire quelque chose. Les moyens de conservation n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Alors, donc, partout, ça s'appelait une beurrerie, ou ça s'appelait une crèmerie, ou ça s'appelait une fromagerie, mais c'était ça. On faisait, dans le fond, une transformation collective. Ça s'est créé pour l'entraide et pour des besoins mutuels et collectifs. Voilà, c'était pour des besoins mutuels. Donc, c'était des gens qui s'organisaient pour faire ça à l'intérieur. C'était du village. Mais derrière toute cette noblesse de la collective, de la coopérative, est-ce qu'il n'y a pas eu des faiblesses au fil des dernières années? Nous, on sait qu'on a fait plusieurs sujets, plusieurs enquêtes dans les dernières années, entre autres AgroPure, pour ne pas le citer. On sait quand même qu'AgroPure, récemment, ils avaient construit un énorme siège social à coût de dizaines de millions, qu'ils l'ont encore d'ailleurs sur les bras. Ils avaient des emprunts à 14% quand tout le monde empruntait à 2%. Il y a cette perception parfois que les coopératives sont devenues des espèces de multinationales qui ont perdu un peu le contrôle. Est-ce qu'il y a un peu ça au Québec quand même? Oui, d'abord, il y a eu toute une phase de consolidation où là, on est passé de la coopérative locale, régionale. Elle se regroupait, d'ailleurs, Solio est un regroupement de coopératives. Et à un certain moment, là, on peut peut-être faire de l'interprétation personnelle, à un certain moment, on s'est dit, il faudrait faire un peu comme notre concurrent qui n'est pas nécessairement coopératif. Et si je prends un exemple très concret dans le lait, évidemment, AgroPure a un concurrent au Québec, là, on ne peut pas nier la réalité, s'appelle Saputo. Mais Saputo fonctionne, est en développement, acquiert des entreprises. Alors, l'entreprise qui est son grand concurrent s'appelle AgroPure. Et AgroPure veut faire ça, un peu la même chose. Donc de là, AgroPure qui achète des usines aux États-Unis, de là, AgroPure, mais qui ramène à l'époque du lait diafiltré des États-unis, donc contre l'intérêt de ses producteurs. C'est une petite tâche un peu au dossier en général. Contre l'intérêt de ses producteurs. Mais oui, effectivement, dans ce cas-là. C'était pour, évidemment, réduire son coût de production. Là. C'était ça qui était la réalité. Mais effectivement, ils sont entrés dans une phase d'expansion qui, dans le cas d'une coopérative, part d'une structure financière qui n'est pas aussi solide. Pourquoi elle n'est pas aussi solide? C'est parce que les coopératives font des ristournes, font à la fois des ristournes et également ils distribuent leur capital, leur surplus, leur trop gagné en fait, ils le distribuent donc à leurs membres. Ce que ne fait pas nécessairement une corporation. Donc, la capitalisation est souvent un des problèmes des coopératives. Elles n'ont pas une base financière aussi solide. Et dans l'esprit, justement, de la construction du Québec, de la construction collective, pour parler d'autre chose que d'AgroPure aussi, si je pense à Olimel, qui ferme des abattoirs partout, à Desjardins, dont c'est d'actualité en ce moment, qui ferme ses guichets partout, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de dénaturer la nature des coopératives? On peut certainement se poser cette question-là en toute logique. Il y a effectivement une sorte de mouvement vers l'entreprise corporative.
Parce que, justement, si on prend Desjardins veut rester dans le secteur bancaire, un joueur, et autour d'eux, bien, il y a les banques. Alors, on se déguise un peu en quasi-banque, ça, je ne suis pas le seul à le dire. Et on pose des gestes qui sont ceux que les institutions financières privées font. Mais dans ce cas-là, on doit se poser la question, est-ce que les membres... C'est ce que le marché demande, en fait. Est-ce que le marché demande? Est-ce que les membres demandent ça? Je ne suis pas certain. C'est là qu'on entend des réactions de la part des membres qui sont un peu partout et qui disent, bien évidemment, on est une coopérative de crédit qui a été créée pour ses membres. Et là, tout à coup, ces membres se disent, bien, j'ai plus de service. Et dans le cadre de coopératives comme AgroPure qui fait ses achats aux États-Unis ou de Solio, par exemple, dans les derniers états financiers, on voyait en préparation de l'émission tout à l'heure qu'on ne parle plus de parts privilégiées, mais d'actions privilégiées. Ouais. Est-ce que tout ça, c'est pas dans un esprit un peu de... Est-ce que tout le monde n'est pas en train de se dire ça va peut-être tout ça se démutualiser un jour, puis c'est pas si grave que ça? En tout cas, on adopte un vocabulaire qui est pas le vocabulaire traditionnel qu'on retrouvait dans le secteur coopératif. Donc, on adopte déjà un vocabulaire qui est beaucoup plus corporatif, qui est beaucoup plus celui des entreprises privées. Et ça envoie un signal, en tout cas, à sujet d'interprétation, mais c'est un signal qu'on peut certainement dire, est-ce qu'il y a derrière ça, il y a une volonté de démutualiser. Parce que je ne pense pas qu'on s'en soit là, mais il reste quand même... On joue entre les deux. Là, parce que si on revient à l'histoire des coopératives, les coopératives, est-ce qu'elles ne se sont pas créées, c'est un peu un soutien au peuple francophone dans un grand univers anglophone. C'était un peu ça aussi, les coopératives au Québec. C'est une façon d'exister autrement, en fait, d'exister par nous-mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles le mouvement coopératif, sous différentes formes, a pris une telle importance au Québec. C'est que le Québec était pas était un coin, je dirais, plus pauvre qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, c'était la richesse collective qu'on mettait en action dans notre économie plutôt que la richesse individuelle. Alors, l'origine, je pense, de ça fait en sorte qu'on tentait peut-être d'oublier qu'il y avait le service aux membres. On travaillait, la coopérative, c'était pour ses membres, d'abord et avant tout, et le distribuait. C'est comme ça qu'on redistribuait les surplus. Ce qui est un peu le sens de la loi des coopératives, le service aux membres. Oui. C'est la logique de la coopérative. Bon, prenons AgroPure, c'était un exemple. On parlait du 13e mois. Donc, il y avait un retour vers les membres de la coopérative AgroPure qui a été interrompu quelque temps, que évidemment, ça a fait un peu de mécontent. Mais habituellement, on retournait ce que les gens appelaient leur 13e mois de paiement. Donc... C'était leur ristourne, en fait. C'était leur ristourne, bien sûr. Merci, Michel. On en a appris beaucoup plus. C'est un plaisir. Merci. Alors, vous le savez peut-être, au Québec, c'est le seul endroit au monde où il y a le monopole syndical. Mais malgré tout, en 2004, des producteurs ont créé une association qui est non accréditée, qui s'appelle les Céréaliers du Québec. Et aujourd'hui, dans le Zoom économique, on vous emmène rencontrer Dany Messier, président des Céréaliers du Québec. Bonjour, Dany. Dany, bonjour. En 2004, effectivement, vous avez créé avec d'autres, en fait, une association qui est non accréditée officiellement syndicat, mais qui, en fait, est en parallèle de l'UPA. Expliquez-nous pourquoi avoir créé cette association. Bien, l'association a été créée par un groupe de producteurs. Moi, j'y étais pas dans le groupe au départ. Dans le but de revendiquer des choses qui ne fonctionnaient pas présentement ou quand ils se présentaient à la régie. Il y avait des choses à contester, puis ça ne fonctionnait pas. Ils ont créé le groupe des céréaliers pour réunir du monde, pour réunir une voix commune, pour renverser des situations. Parce qu'il y avait une certaine contestation donc dans les champs, sur le terrain. Et quelles ont été les grandes réalisations, les grandes victoires? Parce que déjà, depuis 2004, depuis 20 ans, il y a des choses qui ont été réalisées par les céréaliers. Bien, la création des céréaliers est venue à la base quand il y a eu l'agence de vente de blé qui a été mise en place au début des années 2000. Ça ne fonctionnait pas bien.
Le marché du blé n'a jamais bien fonctionné. L'agence de vente n'a pas résolu le problème. On a même empiré le problème parce qu'il n'y avait plus de producteurs qui voulaient faire du blé. On demandait la fin de l'agence de vente, puis on affirmait à la régie que c'était bon, que tous les producteurs en voulaient. C'est qu'il y a un groupe qui s'est réuni ensemble, ils ont créé les céréaliers, puis ils ont combattu ça à la régie. Ils ont eu gain de cause avec un référendum qui a gagné à 88% en faveur de la fin de l'agence de vente. C'était pas vrai que tous les producteurs voulaient ça. Ça représente la mal-représentation du champ. Ça fait la démonstration, en fait, que le pluralisme permet, en fait, de développer différentes voies en agriculture. Vous avez également, bon, il y a eu aussi la bataille pour la cotisation du 50 cents la tonne du SRDI, je pense, en mémoire. Puis là, dans les dernières années, depuis 2 ans, entre autres, vous avez beaucoup travaillé sur la mise en valeur, justement, du blé. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de blé au Québec. Effectivement, je pense qu'on produit à peu près 12% du blé panifiable, du blé pour notre pain au Québec. Ouais. Et vous travaillez en faveur, de façon positive, en fait, pour essayer de convaincre les producteurs, de convaincre les boulangers et les moulins de faire du blé au Québec. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans, puis c'est quoi l'objectif pour les prochaines années? Bien, c'est drôle. Regarde, je te ramène ça, 12% de la production de blé. Imagine si l'agence serait encore là. Puis le principal moulin qui a parti en faveur du blé du Québec, il est à la limite du Québec et de l'Ontario. Il ne savait pas s'il était pas être capable de s'approvisionner au Québec avec l'agence. Ça te donne ça une idée que si on n'aurait pas été là, je ne sais pas si on aurait vraiment le 12% aujourd'hui. Oui, on a travaillé depuis 2 ans à essayer de mettre en œuvre ou de revigorer la filière du blé, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Énormément de travail. Beaucoup de travail à faire, mais on voit quand même une certaine synergie qui commence à opérer, puisque les boulangers parlent aux céréaliers, donc producteurs et boulangers se parlent, les moulins commencent à s'exprimer. Il commence à y avoir des discussions des différents acteurs. On vous remercie beaucoup. On va suivre de très près. De toute façon, dans les prochaines émissions, on revient. On a déjà fait une émission sur le blé, mais on revient dans le cours de la saison sur les objectifs du blé au Québec. Merci, Dany. Merci. Au revoir. Alors Yann, bonjour. Nous voici à la partie éditoriale de l'émission et si je me réfère au texte de ce matin de Simon sur le site de lavieagricole.com, Olimel de Boulay, ET à bouée de sauvetage. Ça veut dire qu'on avait perdu quasiment 500 millions l'année dernière. On a retrouvé plein d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien facile, une coopérative. C'est merveilleux. Non, tu as un sujet très intéressant et même un sujet très important. Comme Michel l'a dit, le monde coopératif au Québec, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de notre histoire. Puis je reviendrai un peu sur ce qui a été dit. Fondamentalement, une coopérative, c'est quoi? Bien, c'est un groupe d'individus qu'on appelle des membres et qui se dotent collectivement d'un service. Fondamentalement, une coopérative, c'est ça. Et c'est pour améliorer son sort. C'est pour améliorer le sort des membres et non pas d'améliorer le sort de la coopérative. Alors ça, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Et on le voit principalement avec les grosses coopératives. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à des petites coopératives, mais on l'a vu de façon assez spectaculaire dans les dernières années avec des grosses coopératives. Certaines dérives, notamment, on va parler du milieu agricole, là, chez AgroPur, qui ont eu à peu près quelque chose de similaire à Olimel, Olimel Solio, de grosses pertes et un redressement spectaculaire. L'année passée, avec les résultats qu'on vient d'avoir, la même chose, des problématiques majeures chez Solio. Mais je pense que tout ça revient, il faut revenir au fondement. Et je pense que ce qu'on voit présentement, là, d'abord, une coopérative, ça ne doit pas devenir une religion. Un peu ce qu'on a vécu dans la religion. On allait à l'église, mais on ne savait plus trop pour quelle raison on allait à l'église. Alors ça, c'est un des dangers des coopératives, et ça, on le voit souvent. Les gens sont membres, mais ils ne savent plus trop pourquoi ils sont membres. Oui, l'autre raison aussi, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est la coopérative
elle travaille pour elle-même. Parce que quand tu dis une coopérative doit améliorer le sort de ses membres, là on sous-entend que finalement il y a des coopératives qui s'améliorent elles-mêmes, mais pas nécessairement le sort de leurs membres. Ben, c'est ça. Et je pense qu'il y a un manque de contrôle flagrant actuellement dans les coopératives et je pense que les gouvernements ont un peu abandonné les coopératives à elles-mêmes et il y a quand même des règles. Une des grosses règles, c'est le fameux 50 %. Une coopérative, par la loi, dans ses activités, doivent être faites à 50 % par ses membres. Je serais assez curieux là, de voir dans des très grosses coopératives, est-ce que ce ratio-là est respecté. C'est sûr qu'il doit y avoir un paquet de jurisprudence là-dedans, parce que quand on dit ces opérations, ça ne veut pas dire nécessairement des dollars, mais c'est quelque chose qui devrait être surveillé. D'ailleurs, je trouve ça très surprenant que j'ai essayé de trouver dans les états financiers de la coopérative, on a un 5-6 pages de présentation de la coopérative, ses chiffres et tout. Mais ce chiffre-là... On ne dit pas combien de parts de chiffre d'affaires est fait avec les membres. C'est ça. Et ça devrait être un des principaux indicateurs de la santé d'une coopérative. Une coopérative qui a de la misère à faire 50 % de ses opérations chez ses membres, à mon sens, c'est une coopérative qui est en mauvaise santé coopérative. L'autre anomalie des états financiers de Solio, c'est aussi la notion de part privilégiée versus action privilégiée. Parce que finalement, on pensait tous que dans une coopérative, on parlait de part privilégiée, mais chez Solio, on parle d'action privilégiée. Ça, c'est un autre sujet qui est majeur dans les coopératives qu'on voit de plus en plus, et ça, on l'a vu aussi chez AgroPur, c'est l'utilisation de part privilégiée pour se financer. Déjà, je trouve que c'est un peu hérétique, là, dans le cas d'une coopérative, de parler de part privilégiée. Normalement, le principe d'une coopérative, c'est un membre, un vote, tous les membres sont égaux. Alors, part privilégiée, là, on commence le mot privilégié veut dire quelque chose. Alors, ça veut dire que les membres toutes les parts sociales ne sont pas égales puisqu'il y a des privilégiés. Alors, déjà, il y a un peu, il y a une dérive. Mais quand on est rendu, comme dans les états financiers de Solio, on s'est mentionné très clairement, et c'est pas une coquille, là, action privilégiée. On est sur le chemin de la démutualisation, peut-être. Peut-être, mais je ne penserais pas, mais il y a quand même un correctif à amener, sans dit long. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine à Zone Agricole et on vous dit tous à la semaine prochaine. Merci. Les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone Agricole.